Sixième partie. Nous, les savants. Thèse 204e. Au risque de moraliser et de prouver une fois de plus que celui qui moralise ne fait en somme, comme le dit Balzac, que montrer ses plaies sans pudeur, je me hasarderais à protester contre un bouleversement qui tente à s'établir dans le monde intellectuel, bouleversement qui modifie insensiblement la place respective de la philosophie et de la science. L'expérience seule, et qui dit expérience ne dit-il pas mauvaise expérience, confère le droit d'émettre un avis sur cette importante question de préséance. On risque d'en parler comme les aveugles des couleurs et de prendre parti contre la science à la manière des femmes et des artistes. Ah, cette maudite science, gémit leur instinct ou leur pudeur, elle voit toujours l'envers des choses. La déclaration d'indépendance de l'homme de science, son affranchissement de la philosophie, est une conséquence indirecte de la pensée démocratique et de ses prétentions. Aujourd'hui, le savant étale partout sa suffisance, il se glorifie lui-même. On voit fleurir la bonne opinion qu'il a de lui, spectacle qui ne laisse pas de manquer de goût. Foin de tous les autres, voilà ce que son instinct souffle au vulgaire, en cette matière aussi. Et maintenant que la science s'est victorieusement défendue contre la théologie, dont elle fut trop longtemps la servante, elle prétend, dans son exubérance et son étourderie, dicter des lois à la philosophie, jouer à son tour au maître, que dis-je, au philosophe. Ma mémoire de savant, ne vous déplaise, regorge de naïveté outrecuidante touchant la philosophie et les philosophes, que j'ai entendu tomber de la bouche de jeunes naturalistes et de vieux médecins, sans parler des plus instruits et des plus infatués des savants, les philologues et les professeurs, qui sont l'un et l'autre par métier. Tantôt c'était le spécialiste au domaine étroitement délimité qui se défendait instinctivement contre tout effort de synthèse et toute aptitude à la synthèse. Tantôt c'était le travailleur acharné qui avait subodoré dans l'âme du philosophe un parfum d'otium et de luxe aristocratique et qui s'en était senti diminué et gêné. Tantôt c'était le daltonisme de l'utilitariste qui ne voit dans la philosophie qu'une succession de systèmes réfutés et un gaspillage qui ne profite à personne. Dans tel cas, on craignait de tomber dans un mysticisme déguisé et de tracer des frontières à la connaissance. Dans tel autre, le mépris d'un philosophe particulier s'était généralisé involontairement en mépris de la philosophie. Chez de jeunes savants, j'ai décelé le plus souvent, sous le dédain altier de la philosophie, la pernicieuse influence d'un philosophe qu'on avait cessé de suivre dans l'ensemble, mais sans s'affranchir de sa mésestime pour d'autres philosophes, le résultat étant une aversion générale contre toute espèce de philosophie. Telle est, me semble-t-il, l'influence de Schopenhauer sur l'Allemagne contemporaine. Sa fureur inintelligente contre Hegel a eu pour conséquence de couper les liens entre les jeunes Allemands et la culture allemande, laquelle, tout bien pesée, avait pourtant porté le sens historique à un point culminant d'acuité et de clairvoyance divinatoire. Mais sur ce point, Schopenhauer fut d'une indigence quasi géniale, très peu ouvert, très peu allemand. De plus, et par-dessus tout, c'est sans doute le caractère humain, trop humain, bref, la misère de la philosophie moderne qui a le plus fortement ruiné le respect dont jouissait la philosophie et ouvert la porte aux instincts vulgaires. Il serait vain de se le dissimuler. Le style d'un Héraclite, d'un Platon, d'un Empédocle, ou quel qu'ait été le nom de ces figures royales et grandioses, de ces solitaires de l'esprit, ce style-là fait cruellement défaut à notre monde contemporain. Et c'est à bon droit qu'en face des représentants actuels de la philosophie, que la mode exalte au pinacle aussi bien qu'elle les voue aux gémonies, par exemple en Allemagne les deux lions de Berlin, l'anarchiste Eugène Düring et l'amalgamiste Eduard von Hartmann. Un brave homme de science est fondé à se sentir d'une espèce plus noble.
La vue de ces philosophes au micmac qui se nomment réalistes ou positivistes est bien propre à éveiller une dangereuse méfiance dans l'âme d'un savant jeune et ambitieux. Il saute aux yeux que de tels philosophes sont eux-mêmes, dans le meilleur des cas, des érudits et des spécialistes. Ce sont tous des vaincus qui ont été ramenés sous la loi de la science, des hommes qui un jour ou l'autre ont attendu davantage d'eux-mêmes sans avoir aucun droit à ce davantage, ni à la responsabilité qu'il implique et qui maintenant, en toute honnêteté, pleins de rage secrète et de ressentiment, ne croient plus à la mission souveraine ni à la primauté de la philosophie, et incarnent cette incrédulité dans leurs paroles et dans leurs actes. Mais disons-le pour terminer, comment pourrait-il en être autrement? La science fleurit de nos jours et ne fait pas mystère de sa bonne conscience, alors que ce à quoi toute la philosophie moderne s'est peu à peu réduite, ces restes de philosophie, ne suscitent que la méfiance et le dégoût, sinon l'ironie et la pitié. Réduire la philosophie à la théorie de la connaissance, en faire littéralement une timide doctrine du doute et de l'abstention, une philosophie qui ne franchit même pas le seuil de son domaine et se refuse misérablement d'y pénétrer, ce n'est rien d'autre qu'une philosophie in extremis, à l'article de la mort, à l'agonie, un objet pitoyable. Comment une pareille philosophie pourrait-elle régner? Je vous le demande.